Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un monument un peu intimidant peut-être, Friedrich Nietzsche. Oui, bonjour. C'est vrai que le comprendre, c'est un sacré défi. Presque une escalade, vous voyez? Exactement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut même juste dire philosophe? J'ai lu que certains le voient plus comme un visionnaire, un prophète presque. Disons que son œuvre déroute. Elle ne rentre pas dans les cases habituelles. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Nietzsche est toujours aussi pertinent, quoi. D'accord. Et on est bien consciente qu'une lecture définitive, c'est mission impossible avec lui. On explore des interprétations, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il n'y a pas une vérité nietzschéenne. D'ailleurs, le fait qu'il signe parfois Dionysos, ça montre bien qu'il assume une subjectivité forte, très loin d'une prétendue neutralité rationnelle. Alors, un point clé chez lui, c'est cette idée de briseur d'idoles. Mais attention, pas les idoles extérieures, comme Abraham qui casse des statues. Lui, il vise autre chose. Oui, il vise nos idoles intérieures, nos certitudes bien ancrées, nos croyances qu'on ne remet jamais en question. C'est ça le fameux coup de marteau philosophique. Il veut nous faire sortir du troupeau en quelque sorte. Voilà. Casser ces conformismes pour nous pousser vers une vraie autonomie de pensée, une forme de souveraineté individuelle, oui. Et sa façon d'écrire, elle est spéciale, non? Pas de longs traités bien structurés. Non, pas du tout. Plutôt des aphorismes, des textes très courts, très denses, des sortes de concentrés de pensée. C'est percutant. Hmm. Et c'est peut-être pour ça qu'il plaît tant aux jeunes. Ce côté un peu rebelle, ces phrases chocs. Oui, sans doute. Ça incarne une forme de révolte. Mais attention, il y a un risque. Réduire sa pensée à des punchlines sorties de leur Ah contexte. oui? Un exemple peut-être? Prenez ces critiques du christianisme. Elles sont très fortes, très connues, mais parfois on les sort pour attaquer d'autres religions, l'islam par exemple, sans voir la nuance hyper importante qu'il fait. Laquelle? Pour Nietzsche, il y a une différence énorme entre le Christ, qu'il admire presque, comme un esprit libre unique, le seul vrai chrétien dit-il, et le christianisme comme institution. Ça, pour lui, c'est une construction de Saint Paul, une morale pour le troupeau, justement, pour contrôler. D'accord, je vois. Comprendre ça, ça change tout en fait. La critique vise l'appareil moralisateur, pas forcément la figure initiale. Exactement. Et cette complexité, ces ambiguïtés, peut-être, ça explique pourquoi tout le monde l'a récupéré politiquement. Ah oui, c'est vrai. Les anarchistes avec sa phrase sur l'État. L'État le plus froid des monstres froids, oui, mais aussi la droite, l'extrême droite même, avec le concept de surhomme, souvent complètement déformé d'ailleurs. Transformé en idée de supériorité raciale ou élitiste, alors que c'était peut-être plus un dépassement de soi. Disons que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et même certains courants de gauche ont pioché dans sa critique de la morale bourgeoise. Chacun prend ce qu'il arrange, quoi. En décontextualisant. Sans oublier la récupération par les nazis via sa sœur, non? Ça a dû lui faire beaucoup de tort. Énormément. Ça a créé un vrai tabou après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu attendre des gens comme Gilles Deleuze, en France notamment, pour oser le relire sereinement. Et il y a une autre difficulté pour le lire, c'est qu'il est toujours en dialogue, même implicitement, avec les autres philosophes. C'est ça, Agé. Tout à fait. Il répond constamment à Platon, à Socrate, à Kant, à Hegel, même à Spinoza. Si on n'a pas un peu ces références en tête, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. C'est pas une lecture facile, non. Parlons-en justement. Sa critique de Hegel, par exemple. Hegel et sa grande idée de l'histoire comme progrès guidé par la raison majuscule. Ah ça, Nietzsche démolit cette vision. Pour lui, ce mythe du progrès continu, de la raison qui mène l'humanité vers le mieux, c'est une vaste illusion. Le progrès technique, pour lui, ça n'a rien à voir avec un progrès humain ou moral. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Exactement. Adieu l'idée d'une vérité unique à découvrir. C'est une rupture radicale. Et Kant alors? Le chinois de Königsberg, comme il l'appelait, sa morale universelle, l'impératif catégorique. Pour Nietzsche, c'est une supercherie. Une sorte de morale chrétienne déguisée en rationalité. Il reproche au christianisme, et par ricochet à Kant, d'avoir inventé un arrière-monde, le paradis, etc., pour dévaloriser la vie ici et maintenant. Et d'avoir promu une morale d'esclave. Qu'est-ce qu'il entend par là? Que attention, c'est pas au sens social premier. C'est une posture mentale. Celle des faibles, du ressentiment, de la victimisation. Lui, il valorise l'affirmation de la vie, le vitalisme, même dans ce qu'elle a de difficile ou de médiocre parfois. C'est la distinction entre les nobles dames et les esclaves mentaux, disons. Il remonte
encore plus loin. Il s'attaque même à Platon et Socrate, les pères fondateurs. Ah oui, contre Platon, il critique cette fameuse séparation entre le monde sensible qu'il juge méprisé et le monde idéal valorisé. Le christianisme, pour lui, c'est juste un platonisme pour le peuple. Et Socrate, pourquoi lui en vouloir? Il lui reproche d'avoir, comment dire, castré la pensée, la vie même, en voulant tout enfermer dans des définitions rigides avec sa dialectique. Pour Nietzsche, la vraie philosophie, la pensée vivante, elle est morte avec Socrate. C'est une idée assez renversante. Du coup, pour lui, la vraie philosophie, elle serait avant Socrate. Bah oui, c'est exactement ça. Il se sent une affinité profonde avec les présocratiques, Héraclite, Parménide. Ceux qui écrivaient aussi de manière fragmentée, poétique. Voilà. Leur style énigmatique, leur pensée du flux constant, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, ou du mystère, la nature aime à se cacher, ça résonne complètement avec sa propre démarche. Il cherche à retrouver cette pensée originelle, plus dynamique, avant ce qu'il voit comme la rigidité socrato-platonicienne. Intellectuellement, on pourrait dire qu'il est un présocratique égaré à son époque. C'est fascinant. Bon, si on essaie de résumer ce parcours très rapide. Nietzsche, c'est une pensée explosive, livrée en aphorismes, qui remet en cause les bases mêmes de notre modernité, la raison, le progrès, la morale. D'où sa complexité, les récupérations et ce lien étonnant avec les tout premiers penseurs grecs. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aujourd'hui, une question qui découle directement de sa pensée. Si, comme le martèle Nietzsche, il n'y a pas vraiment de faits, mais surtout des interprétations. Comment on fait, nous, aujourd'hui, face à cette avalanche d'informations, cette infobésité permanente? Quelle place reste-t-il pour une idée de vérité, même toute petite, même modeste, dans notre manière de voir le monde? C'est vertigineux, non?